What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? J'ai été mis en cause par le pédophile Cohn-Bendit, et j'ai le droit de répondre. Vous préférez manger des pépitos que de voter sur le projet de loi de finances? J'espère que le gâteau était bon. Win, the yes, need the no to win, again the no. Je suis le bruit et la fureur. Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit à chaque instant exemplaire. C'est de la poudre de perlimpinpin. Calme! Au secours! Au revoir. Bonjour et bienvenue dans ce 57e épisode de Divergence sur Divergence Politique. Vous le voyez aujourd'hui, pas de Xavier Moreau qui est en vadrouille en France pour des dédicaces, pour des conférences. Eh bien, on est aujourd'hui avec Fabrice Sorlin qui, lui, est de retour de son déplacement et Nicolas Mirkovic, l'habituel de Divergence Politique. Nicolas, Fabrice, bonjour messieurs. Bonjour Alexis. Je vois que vous êtes en forme aujourd'hui parce qu'on va parler tous ensemble du sujet de la semaine, de celui qui fait réagir tous les plateaux de télé, même sur les chaînes de grand chemin comme LCI. On commence à dire que c'est un peu too much. C'est la question de la prise de parole du général Mandon. Fabrice, général Mandon a dit que il fallait se préparer à ce que nos enfants meurent pour la France. Alors, meurent pourquoi déjà? Parce que sommes-nous en guerre, Fabrice? Je n'ai pas trop bien compris. Bon, alors d'abord, je me suis quand même farci les 35 minutes de son discours pour faire plaisir à nos auditeurs, pour savoir de quoi j'avais parlé aujourd'hui. Et je dois dire que ça, j'en suis pas peu fier. J'ai réussi à ne pas m'endormir parce que malgré le fait qu'il nous a assaini quand même pendant 35 minutes un discours guerrier en nous disant que bientôt on allait devoir livrer nos enfants dans une guerre totale contre la Russie. Malgré tout, en fait, il a tout dit d'un ton ultra monotone. On avait quand même envie de s'endormir. Alors, en fait, je ne sais pas comment ce gars-là a pu se retrouver SEMA, c'est-à-dire à la tête des armées françaises, mais c'est sûrement pas pour son charisme ou ses qualités de meneur d'hommes. Ça, c'est le premier point pour la forme. Après, pour le fond, donc il a fait un discours en nous expliquant un peu tous les problèmes. Il nous a fait donc un discours en nous expliquant tous les problèmes qu'il y avait à travers le monde, que ça soit en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, et il a tout ensuite focalisé sur la Russie en nous disant que la Russie était le danger et qu'il avait des informations sûres qui nous disaient que la Russie allait rentrer en confrontation à horizon 2030 avec nous. Sans qu'il nous apporte d'ailleurs aucune preuve, on ne sait pas, puisque nous qui vivons en Russie, moi j'ai jamais entendu parler d'une quelconque menace de la Russie sur la France ou sur les pays de l'OTAN. À aucun moment, on n'a jamais entendu aucun politicien russe parler de ça, que ça soit au Kremlin, que ça soit à la Douma ou au Sénat. Jamais personne ne discute de ça. Mais voilà, apparemment, il faut qu'on se prépare à donner nos enfants. Alors, je ne sais pas combien d'enfants cet homme a. Moi, j'en ai 10. Je peux vous assurer qu'il n'y en a aucun qui ira se battre contre la Russie. Et je pense que les pères de famille en France et les mères de famille n'ont absolument aucune envie de rentrer en confrontation directe avec la Russie. Je terminerai juste en disant, posons-nous la question, quel serait l'intérêt pour la Russie de rentrer en guerre contre un pays de l'OTAN? Il n'y a aucune ressource naturelle à l'ouest de l'Europe. La Russie est riche déjà à tout ce qu'il faut en termes de gaz, en termes de pétrole, de minerais, de terres rares, etc. Elle a les accès à la mer, elle a suffisamment d'espace par rapport à sa population, et en plus de ça, je rappelle que l'OTAN, c'est quand même 32 ou 33 pays, je ne sais plus exactement, dont 3 puissances nucléaires. Quel intérêt pour la Russie de rentrer en confrontation avec l'OTAN? Il n'y en a aucune. Donc, en fait, pour terminer, il est clair et net qu'en réalité, on est dans la fabrication d'un ennemi imaginaire. Je pense qu'aujourd'hui, on assiste à un système qui est en fin de vie et qu'il leur faut maintenir une pression sur la population en leur faisant croire qu'on risque un danger mortel pour se maintenir au pouvoir. Je ne vois aucune autre raison. Bon, justement, alors Fabrice a
répondu à toutes les questions que j'allais te poser, Nicolas. Bon, bah, Ceci merci dit, je beaucoup. vais quand même te la reposer. Et Fabrice, je pourrais dire qu'on a peut-être même deux puissances ennemies nucléaires, parce que l'Angleterre est dépendante aussi des États-Unis sur Les le États-Unis. nucléaire. Donc, mais enfin, ceci dit, qu'il y en ait Elle possède quand même des ogives nucléaires. voilà, Voilà. qu'il y en ait 2, 3 ou même une, c'est largement suffisant. Nicolas Mirkovic, quel est l'objectif de cette prise de parole complètement folle qui a même été critiquée sur les plateaux de gauche? Alors, c'est quand même extraordinaire. Si on se désolidarise à la télé de Macron et de son entourage, c'est quand même quelque chose sur lequel on n'est pas habitué. Alors, il faut rappeler quand même un principe de base dans la République française, c'est que l'armée est au service du peuple. Là, on a eu un discours politique de la part d'un chef militaire, qui est donc du coup celui que Macron a nommé comme chef d'état-major des armées. Il n'est pas là pour nous faire un discours politique. C'est pas lui qui doit décider si la France doit entrer en guerre. C'est pas lui qui doit nous dire qu'il faut sacrifier nos enfants. Lui, il est là pour défendre nos intérêts, nos décisions. Et dans cette démocratie aspartamique dans laquelle nous vivons aujourd'hui, on est arrivé dans une situation où des chefs politiques prennent la décision de nous préparer à une guerre qu'on peut complètement éviter. Comme le disait Fabrice il y a quelques instants, la Russie n'a aucun intérêt de venir occuper l'Europe. On rappelle que dans l'histoire des relations entre l'Europe de l'Ouest et la Russie, c'est plutôt des pays comme la Suède, la Pologne, la Lituanie, la France, l'Allemagne, 2 fois qui ont envahi la Russie. Et non pas le contraire. Je ne veux pas dessiner une image idyllique de la Russie qui ne serait pas intéressée d'avoir un glacier de protection autour d'elle, mais je dis juste tout ce discours guerrier est complètement, pourrait être évité. Et là, on a le chef d'état-major des armées qui parle aux maires de France en leur disant que la Russie est en train de se préparer. Alors oui, peut-être que la Russie est en train de se préparer. Je suis complètement d'accord avec Fabrice, elle ne va pas nous attaquer, mais elle se prépare parce qu'elle a l'OTAN qui, depuis la chute de l'URSS en 1991, ne cesse de rapprocher ses bases, ses armées sur le long de la frontière russe. On l'a bien vu lors de la guerre en Ukraine, sans l'OTAN, l'Ukraine aurait déjà capitulé. Sans l'OTAN, d'ailleurs, il n'y aurait même pas eu de guerre. C'était parce que l'OTAN veut inclure quasiment de force l'Ukraine dans son organisation qu'on a cette guerre. Donc la Russie est plutôt en train de se préparer. Elle a déjà le pays de 17 millions de kilomètres carrés avec des ressources naturelles, avec des voies d'échange commerciales à travers le monde entier. Elle n'a pas besoin de l'Union européenne qui est aujourd'hui l'homme malade de l'Europe. Donc aujourd'hui, ce qui est inquiétant, c'est donc ce discours politique de la part d'un militaire. Ce sont les Français qui doivent décider quelle politique ils veulent mener. Et aujourd'hui, on sait que ce genre de discours, parce qu'on l'a déjà vu dans le passé, peut nous conduire directement à un conflit avec une puissance nucléaire. Et vous le savez tous, personne ne sortira gagnant d'un tel conflit. Et ce serait en effet pour ceux qui ont mené la France et l'Union européenne dans la situation catastrophique dans laquelle nous sommes aujourd'hui, ce serait vraiment juste trop commode de se cacher derrière une guerre pour dire oh voilà, on oublie le reste, on balaye le chômage, l'insécurité, l'immigration, la défaillance du système scolaire, du système sanitaire en France. On se débarrasse de tout ça, on part de la guerre et on a le fameux bouc émissaire qui est responsable de tous nos maux, alors qu'au lieu de s'en prendre à eux-mêmes, parce qu'ils sont responsables de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Ce qu'on a beaucoup dit sur cette chaîne, Fabrice, tu vas me dire si je me trompe, c'est que de toute façon, militairement, nous ne sommes pas prêts à aucun conflit. Alors, on va même pas parler d'un conflit face à la Russie, mais d'une manière globale, nos armées, nos équipements ne sont pas prêts. Donc, il y a véritablement peut-être une volonté de faire peur. Est-ce qu'il y a une volonté aussi, peut-être certains pensent que Macron pourrait profiter d'un chaos ou en tout cas d'une peur pour essayer, avant 2027, d'obtenir les pleins pouvoirs, un petit peu à l'instar de ce qu'a fait avec succès, d'ailleurs, Zelensky. Est-ce qu'on est dans toutes ces questions te sont posées finalement? Oui, ben, en fait, et Nicolas l'a parfaitement dit, on est dans un système aujourd'hui où en politique intérieure, Macron fait face à un mécontentement historique et record. Je crois qu'il est à 10% de bonnes intentions. En fait, il n'a plus aucune légitimité et sa politique, depuis qu'il est au pouvoir, est catastrophique. Aujourd'hui, tout craque dans tous les sens, que ce soit les indices économiques,
au niveau du chômage, de l'insécurité, à tous les niveaux, pour se maintenir. Malheureusement, et on sait que ça ne sera pas la première fois dans l'histoire que des personnes utilisent ça, des leaders utilisent ce système-là pour se maintenir au pouvoir, c'est une guerre. Voilà. Et donc, pour faire une guerre, il faut être deux. Et donc, il suffit de créer, comme je l'ai dit et répété plusieurs fois, de monter de toutes pièces un ennemi imaginaire et de dire, bon, ben voilà, maintenant, il va falloir qu'on rentre en guerre contre lui, en prétextant évidemment et en disant que c'est ce tierce pays qui va rentrer en guerre contre nous, parce que c'est exactement ce qui est en train d'être fait. Sauf que pour rentrer en guerre, eh bien, il faut du matériel militaire, il faut une armée, mais il faut des soldats, et pour avoir des soldats, il y a quand même deux conditions requises et nécessaires. La première, c'est d'avoir un certain, on va dire, niveau sportif minimum au niveau de la jeunesse française, et une mentalité qui va avec. Et c'est pour ça, d'ailleurs, le général Mordant en a parlé, parce que je pense qu'il est tout à fait conscient qu'aujourd'hui, pour faire la guerre contre la Russie, il faudra non pas quelques dizaines de milliers d'hommes, mais il faudra des centaines de milliers d'hommes. Et pour les trouver, ces centaines de milliers dans la jeunesse, comme je l'ai dit, il faut à la fois trouver des personnes qui ont la volonté d'y aller, donc au niveau de la mentalité, et à la fois les capacités physiques de le faire. Et ça, je crois qu'on n'a ni l'un ni l'autre aujourd'hui. Et donc, il essaye aujourd'hui d'aller voir les maires, etc., pour leur dire, essayer de retrouver un discours patriotique. Parce qu'il est là le fond du problème. Et il en parle dans son discours. Il dit retrouvons l'honneur remettons à l'honneur nos anciens, essayons de refleurir les monuments aux morts, la fibre patriotique. Tout ce sur quoi la Ve République a craché depuis des dizaines d'années. C'est-à-dire que quand on brandissait un drapeau français en France, on était taxé d'être un nationaliste et un fasciste. Aujourd'hui, ils essayent à nouveau de remettre cette fibre patriotique pour lancer notre jeunesse, et ça ne se fera pas de toute façon dans les années qui viennent. Il faut au moins une génération ou deux avant de corriger le tir, hein, puisque je rappelle, et je terminerai là-dessus, que quand même depuis à peu près 20 ans, on nous dit qu'être nationaliste, donc comme je l'ai dit, c'est quelque chose de très mauvais, être patriotique, c'est mauvais. Par contre, on n'arrête pas de fourguer dans la tête de nos enfants le LGBTisme, le wokisme, la théorie du genre. C'est pas avec ça qu'on part à la guerre contre la Russie. Donc là, il va se retrouver face en fait, à un problème qui est, à mon avis, difficile de résoudre avant au moins une quinzaine ou une vingtaine d'années. Pendant ce temps-là, Nicolas Mirkovitch, du côté de Washington, eh bien, on a vu, donc là, on est vendredi à l'heure où on tourne cet épisode, donc on a vu hier, jeudi, l'émissaire de Donald Trump, Witkoff, rencontrer des émissaires ukrainiens pour obtenir les bases d'un plan de paix. Et les bases de ce plan de paix, ils ne sont pas extrêmement positifs finalement pour l'Ukraine, puisqu'ils reviennent globalement, pas tout parti, mais en tout cas de manière majoritairement axée sur les prérogatives russes, ce qui avait été demandé par Vladimir Poutine, d'ailleurs, dès le début de ce conflit. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces accords de paix ? Est-ce qu'ils ont, cette proposition d'accord de paix, est-ce qu'ils ont une possibilité d'aboutir ? On a vraiment l'impression que côté ukrainien et côté européen, on est très loin de ce qui est proposé par Washington. Oui, c'était malheureusement, les va-t-en guerre auraient mieux fait de nous écouter dès le départ. On l'avait dit. D'abord, cette menace de l'ukrainisation, de l'atlantisme, belliqueux, militaire sur la frontière russe était inacceptable. On sait, on l'avait dit, après le coup d'État du Maïdan, l'Ukraine est vraiment tombée en coupe réglée, a été mise en coupe réglée par les États-Unis, qui a créé des bases sur la frontière russe, qui espionnait la Russie, qui a formé des commandos ukrainiens, donc je parle d'avant 2022, d'après 2014, l'Ukraine, les Américains ont formé des commandos soldats ukrainiens dont le but était d'attaquer les Russes. La CIA était omniprésente à Kiev et l'OTAN a repris en main l'armée ukrainienne. L'Ukraine qui était le plus grand partenaire économique, un des plus grands partenaires économiques de la Russie, qui a des relations historiques avec la Russie, qui a une partie de sa population qui s'estime russe, qui parle russe. Eh bien, suite au coup d'État, le pays a été transformé en pays anti-russe. Donc déjà, c'est un pays qui s'est battu contre une partie de sa population. Cette menace est existentielle pour la Russie, et n'importe quel homme sensé, on a des professeurs même américains, John Mersheimer, Michael Hudson, qui l'ont dit depuis longtemps, aucun pays ne peut accepter une menace existentielle sur sa frontière. Ça veut dire que la survie même de la Russie
était mise en péril avec cette radicalisation de l'Ukraine qui était devenue un pays anti-russe. Donc les Russes allaient jusqu'au bout. Et qu'est-ce qu'ils ont demandé eux? Ils ne veulent pas de l'OTAN sur leurs frontières. L'OTAN est une organisation ouvertement anti-russe. Elle ne peut pas accepter d'avoir une organisation ouvertement anti-russe sur cette grande plaine dans un territoire où beaucoup de personnes eux-mêmes se réclament, en tout cas se reconnaissent dans la civilisation russe. C'était impossible. Donc ils allaient aller jusqu'au bout. Et ils ne voulaient pas ça. Et ils ont été très clairs. Au bout d'un moment, les Américains, malgré l'aide impressionnante, plus de 200 milliards d'aides officielles apportées à l'Ukraine, à l'armée ukrainienne, malgré les satellites américains, les satellites de l'OTAN, malgré l'aide de l'armée même française, qui a aidé l'armée ukrainienne, malgré les formations, malgré le don de matériel, l'armée ukrainienne n'a pas réussi à battre l'armée russe. Au bout d'un moment, là aujourd'hui, les États-Unis se retrouvent dans une situation où eux-mêmes sont à l'origine de cette guerre. Et c'est même Donald Trump qui reconnaît sa ministre du renseignement, Tulsi Gabbard, l'avait largement souligné aussi, ainsi que d'autres ministres du gouvernement de Trump. Ils essayent d'y mettre fin parce que si la Russie continue comme ça, d'ici quelques temps, elle arrivera jusqu'à Kiev et c'est une autre paire de manches pour eux. Donc, ils veulent essayer d'éteindre un incendie qu'ils ont eux-mêmes déclenché. Et ça, si les belliqueux atlantistes nous avaient écoutés, on aurait pu leur dire que tout cela allait se dérouler parce que malheureusement, on l'avait prédit, c'était quelque chose qui était écrit et c'est là, les propagandistes, les gens qui sont déconnectés de la réalité n'ont pas vu ça. Les Américains ont proposé une solution aujourd'hui qui me semble être une solution qui est réaliste. Ce ne sera pas du tout la résolution finale, mais ils prennent en considération les demandes des Russes. Ils trouvent quand même une solution pour reconstruire ce qui restera de l'Ukraine derrière. Alors, il y aura forcément des mécontents dans tous les camps. On pourrait toujours dire, mais les Russes, ils voudraient aller jusqu'à Odessa. Odessa est une ville russe. Il y a forcément, pour l'instant, c'est une proposition, mais au moins, il y a une volonté de chercher la paix. Le grand paradoxe, c'est que qui veut poursuivre la guerre, ce sont les atlantistes européens, plus atlantistes que les Américains, qui veulent poursuivre cette guerre dont ils n'ont pas les moyens. Les Américains ont les moyens, mais on a bien vu qu'ils étaient à leur limite. Les Européens n'ont ni l'état d'esprit, ni les moyens d'y arriver. Ils sont en train de pousser vers cette guerre à un moment où Russes et Américains sont en train de se mettre d'accord. Et si vous avez bien lu les différents points mis en avant, il y a aussi des éléments on est quasiment les seuls à avoir soulignés. C'était que cette guerre, cet accord entre Washington et Moscou dépasse la guerre, puisqu'il part d'un nouveau rapprochement économique entre les États-Unis et la Russie. C'est bien au-delà de la guerre d'Ukraine, on l'a toujours dit, était de la partie émergée de l'iceberg, et les Européens ne veulent pas voir ça. Et les Européens atlantistes, c'était juste trop contents de se cacher derrière cette guerre qui est pour cacher la misère de leur propre gouvernement en Europe. Donc, je pense que c'est intéressant que les Américains aillent dans cette direction. Ce n'est pas une surprise. Et clairement, ils balancent Zelensky sous le train. Ça, c'est sûr. Et on l'avait dit dès le départ, les Américains vont abandonner les Ukrainiens comme ils ont abandonné les Afghans, comme ils ont abandonné les Coréens, comme ils ont abandonné les Vietnamiens, comme ils ont abandonné les Iraniens, les Salvadoriens. Enfin, bref, toute l'histoire des États-Unis est une histoire d'abandon successif. On l'a répété à de nombreuses reprises. Où est-ce que les Américains ont apporté la paix, la démocratie, la liberté? Nulle part. Leurs multinationales s'en servent. Aujourd'hui, leurs multinationales s'inquiètent parce qu'elles, qui voyaient comme le pays de cocagne à exploiter, eh bien, voient la part de ce pays diminuer. Donc aujourd'hui, ils veulent arrêter l'hémorragie. En plus, les Américains sont beaucoup plus inquiets par ce qui se passe en Asie que par ce qui se passe en Ukraine. C'est la voie du bon sens. C'est à la fois sordide, c'est tragique, et je ne pense pas qu'il y aura d'accord parfait pour les deux parties, mais la volonté de négocier, de discuter est quand même quelque chose qu'il faut saluer. Et ce qui est regrettable, c'est qu'il n'y a aucun responsable de haut niveau européen aujourd'hui qui se félicite qu'au moins, il y a la volonté de discuter, ce qui est pour moi vraiment le prodrome de la paix. Fabrice, ceci étant, la question est, est-ce que les États-Unis ont la capacité à imposer ce que l'Europe, comme l'a dit Nicolas, ce que l'Ukraine ne souhaite pas? Donc, est-ce qu'ils vont être capables de tordre le bras de l'Union européenne, de tordre le bras de Zelensky ou de l'Ukraine d'une manière générale, puisqu'on voit que Zelensky commence à avoir aussi des problèmes de popularité extrêmement importants au sein de son pays, ou est-ce que finalement on est encore une fois sur la communication, alors qui peut avoir un but? La communication peut servir à dire dans le futur, ben voilà, je vous l'avais bien dit, j'ai tout essayé et rien n'y fait, débrouillez-vous, ou là, véritablement, on est dans un objectif de réussite de ce plan de paix. Alors je crois effectivement que Trump a réellement envie
d'en finir avec cette guerre et le plus rapidement possible parce qu'il n'est pas stupide, il a parfaitement compris que la Russie était en train là d'avancer, notamment ces dernières semaines, avec les récentes avancées et encerclements de l'armée russe autour de villes, bastions ukrainiennes qui sont en train de tomber et qui vont permettre à la Russie d'en terminer avec le Donbass, enfin, notamment sur les villes de Slaviansk et Kramatorsk, qui seront les dernières grandes villes du Donbass. Bref, il a compris que la situation était catastrophique pour l'armée ukrainienne et par contre, ce qu'il ne veut pas, il ne veut pas donner un avantage trop important à la Russie qui serait de laisser la Russie aller conquérir Nikolaev et Odessa. Il ne veut pas en fait que l'Ukraine soit privée d'un accès à la mer Noire et donc je pense qu'il veut en finir maintenant. Mais le problème, c'est qu'il a en face de lui un personnage buté qui s'appelle Zelensky et je crois qu'aujourd'hui, il essaie de lui mettre la pression. Et il a les moyens de mettre la pression sur Zelensky, et à la fois sur Zelensky, mais aussi sur les leaders européens. Et je pense que les accusations qui sont tombées de la part de l'organisme anticorruption ukrainien, la NABU, ces dernières semaines, font partie de cette volonté de la Maison-Blanche de mettre la pression sur Zelensky. Parce que, en fait, tout le monde sait depuis longtemps, soyons honnêtes, que l'Ukraine est le pays le plus corrompu du monde et que la bande de Zelensky et des personnes qui l'entourent sont des corrompus et des mafieux qui s'en mettent plein les poches et non pas à hauteur de 100 millions comme ça a été raconté, mais plutôt, à mon avis, à hauteur de plusieurs milliards avec des systèmes de rétrocommission complexes, etc. Là, ils ont commencé à sortir cette histoire à hauteur de 100 millions, comme par hasard maintenant. Et je pense que c'est une façon de dire à Zelensky, écoutez, parce qu'il faut rappeler quand même que la NABU, elle a été créée et dirigée par les Américains. Donc quand c'était les démocrates qui l'a dirigé, bon, il n'y avait aucun problème. Maintenant, c'est Trump qui a la main dessus. Donc, en fait, j'ai envie de dire, le timing n'est pas un hasard. Je crois vraiment que là, il a posé une première pierre en disant, voilà, Zelensky, si jamais tu n'acceptes pas le plan de paix qu'on va proposer, on peut aller encore plus loin. Et après, je dirais, il a plein d'autres solutions à apporter. Nicolas en a un petit peu parlé tout à l'heure. Il faut rappeler que les yeux et les oreilles des Ukrainiens dans cette guerre contre la Russie, c'est les satellites américains. Si demain ils coupent les satellites américains, c'est terminé. La guerre, elle se termine en l'espace de quelques semaines. Mais après, pour lui, tout va être une question de nuance à apporter parce que il veut forcer Zelensky à signer un plan de paix, mais il ne veut pas non plus laisser une possibilité trop grande à la Russie d'avancer trop loin. Voilà. Donc, en fait, le casse-tête pour Trump, il se situe là, dans cette zone, entre à la fois tordre le bras des Européens et de Zelensky, et à la fois maintenir la Russie quand même à une distance raisonnable de Odessa et du reste de l'Ukraine, des villes vraiment stratégiques de l'Ukraine. Mais donc, oui, je pense qu'effectivement, Trump va continuer à mettre une pression crescendo sur les épaules de Zelensky. Et j'ai bon espoir quand même que tôt ou tard on finisse par trouver une solution. En tout cas, je l'espère parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est une guerre qui est déjà perdue depuis longtemps et tous les morts qu'on a aujourd'hui sont des morts inutiles, entre guillemets. Bien sûr. Fabrice, je te garde pour une dernière question sur ce sujet. Et finalement, on n'en parle jamais. Quel est le point de vue du côté russe? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se dit à Moscou? Comment les Russes voient cette proposition de plan de paix? Est-ce qu'ils seraient voués ou en accord pour l'accepter, ou est-ce qu'ils sont totalement en opposition? On pose jamais cette question en France. Non, mais c'est une bonne question. En fait, il y a une frange, c'est vrai, et d'ailleurs, Nicolas en a un petit peu parlé tout à l'heure, il y a une frange de la population en Russie qui ne sera pas contente. De toute façon, à partir du moment où il y a un plan de paix, il y aura forcément des mécontents des deux côtés. Il y a en Russie une partie quand même non négligeable, il faut bien le dire, de Russes qui veulent absolument aller le plus loin possible et en terminer le plus vite possible et prendre Odessa et pourquoi pas Kiev. Voilà. Bon, et puis après, il y a la réalité quand même. Il y a la réelle politique, il y a c'est bien beau sur le papier de dire, bon, voilà, on reprend, c'est vrai, Odessa est une ville russe, ça serait bien de la reprendre. Maintenant, au prix de combien de morts aussi. Voilà, il y a quand même des vies humaines, il y a quand même des soldats qui se battent. Et comme je disais à l'instant,
cette guerre, en réalité, elle est perdue depuis longtemps par l'Ukraine, et pourtant, l'Ukraine s'entête. Enfin, quand je dis l'Ukraine, je parle de la clique oligarchique à la tête de l'Ukraine, hein, Zelensky, sa bande, Macron, Starmer et compagnie, qui continue à maintenir cette guerre alors qu'elle est perdue, et qui fait que tous les jours, il y a encore des morts des deux côtés. Et c'est ça qui est triste. Mais je pense que quand on est un véritable patriote comme Poutine, on se dit, ben, à partir du moment où je fais en sorte que le plan de paix me permette de faire reculer cette menace existentielle qui pesait sur la Russie, même si je vais pas pousser l'avantage jusqu'à Odessa, etc., c'est déjà suffisant et j'épargne la vie de centaines ou de milliers de mes soldats. Bah oui, peut-être qu'il va les signer et je pense que, enfin, de toute façon, moi, je lui fais entièrement confiance là-dessus. Il a des informations que nous, on n'a pas. Et je pense que, encore une fois, et je termine là-dessus, l'important, c'est que la menace existentielle qui pesait sur le dos de la Russie soit effacée. Et ça, par contre, il est clair et net qu'ils ne signeront rien tant que cette condition ne sera pas atteinte. Allez, on a fini sur ce grand axe fait sur l'Ukraine, sur le général Mandon, sur la déclaration du général Mandon et sur la proposition de paix proposée par le camp américain de Donald Trump. Tout de suite, petite transition publicitaire et puis on se retrouve pour parler de notre deuxième sujet de la matinée. C'est la question du Venezuela. Est-ce que Trump va finalement attaquer ou pas? Est-ce que c'est des négociations? On vous dit tout avec Nicolas Mirkovic et Fabrice Orlin tout de suite. Nous sommes en guerre. Il faut aller chercher l'argent là où il se trouve. Il y a un autre endroit où il se trouve, mes chers collègues, c'est dans l'épargne des Français. Allez, on passe à ce dernier thème de ce 57e épisode de Divergence politique. Messieurs, il vous aura pas échappé que le Venezuela, on attend la guerre depuis longtemps et on ne la voit pas venir. Alors, est-ce que éventuellement Donald Trump serait en tout état de cause en train de négocier, Nicolas Mirkovic, pour ne pas avoir à faire la guerre, en fait, de mettre une pression maximale au Venezuela? Où on en est sur la question du Venezuela? On est un petit peu perdu, pour tout te dire, Nicolas. Alors, ça serait quand même le comble, ça, que le président de la paix qui se targue d'avoir mis la fin à 8 conflits dans le monde, qui oui, j'en perds, il en arrête tellement que je perds le compte. Et de vouloir tout d'un coup attaquer le Venezuela qui n'a strictement rien fait aux États-Unis. Et on connaît la méthode américaine, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Donc là, tout d'un coup, on dit que le Venezuela serait responsable d'un terrible trafic de drogue qui serait à l'origine de la mort de millions d'Américains. Alors, quand on regarde les chiffres, c'est clairement pas le Venezuela qui exporte de la drogue vers les États-Unis. D'abord, c'est les Américains qui en consomment. Donc, il vaudrait mieux balayer devant sa propre porte. Et puis après, il y a des drogues comme le fentanyl qui ne vient pas du tout d'Amérique latine et puis ils sont devenus épinglés vraiment un pays. Ce serait la Colombie qui n'est pas en odeur de sainteté aujourd'hui avec les États-Unis, mais qui l'a été dans le passé. Et pour terminer sur ce petit point sur l'Amérique latine et la drogue, on peut aussi regarder, là, on en a parlé déjà la dernière fois, Alexis, les relations entre les renseignements américains et les opérations de renversement de régime et le trafic de drogue sont largement répandues. On sait très bien que s'il y a un pays qui a contribué au développement de la drogue en Amérique latine, ce sont bien les États-Unis. Donc, les Américains aujourd'hui officiellement agitent le spectre de la drogue. Les Vénézuéliens sont responsables de tout leur monde, c'est que c'est faux. Ce qui intéresse les États-Unis, et cela depuis longtemps, ce sont évidemment les richesses du sous-sol vénézuélien. C'est ça, c'est la véritable motivation de Washington aujourd'hui, c'est l'accès au pétrole, aux hydrocarbures du sous-sol vénézuélien. N'oublions pas que le Venezuela aujourd'hui subit des sanctions depuis de nombreuses années, non pas pas à cause de la démocratie, non pas à cause de
officiellement, oui, mais la véritable raison, c'est pour ça. Les Américains veulent contraindre les Vénézuéliens à laisser leurs ressources naturelles, comme ils l'ont fait dans le passé avec l'Irak, comme ils voudraient le faire avec d'autres pays. Aujourd'hui, c'est la politique américaine. Et malheureusement, à cause de ces sanctions, à cause de ces pressions, eh bien, on a une situation économique et politique qui est très compliquée au Venezuela. Les Vénézuéliens souffrent de cette situation qui n'est pas due au régime. Je dis pas pareil, je ne suis pas en train de dire que le régime est le régime peut-être le plus adroit pour gérer la situation économique, mais quand vous avez des sanctions imposées par la plus grande puissance économique de la région et que vous avez du mal à importer des produits de première nécessité, que vous avez du mal à exporter les richesses de votre pays, eh bien, vous devez vous débrouiller. Et les États-Unis aujourd'hui sont en train de monter cette situation du Venezuela en épingle. Mais non, le problème pour Trump, c'est que comment est-ce qu'il voudrait d'un côté dire que c'est l'homme qui aurait réglé le problème de la guerre en Ukraine et qui en même temps irait attaquer le Venezuela, sachant que les Vénézuéliens ont l'air quand même assez remontés et prêts à se défendre. Donc, est-ce que les Américains ne sont pas en train de mettre juste de la pression pour essayer d'avoir, en tordant le bras à Maduro, au président Maduro, accès à ce pétrole? Est-ce que Trump est en train de négocier avec d'autres puissances pour céder sur certains sujets et puis récupérer le Venezuela en contrepartie? Tout est possible. Ce qui est certain, c'est que Trump veut avoir accès au puits de pétrole vénézuélien. Alors, Fabrice, la question qu'on pourrait se poser, c'est déjà quelle est la capacité de résistance du Venezuela militairement face à l'ogre américain. On a vu que les États-Unis avaient ramené même le porte-avions Ford. C'est le plus grand porte-avions au monde. C'est un monstre sur mer. C'est toute la puissance américaine en fait qui est en train de converger dans les Caraïbes. Quelle est la capacité de résistance? Quelle est la capacité même de nuisance vénézuélienne? C'est-à-dire que Trump peut envoyer tous les navires qu'il désire et les plus grands, les plus beaux navires, les plus neufs de la capacité navale américaine, hein, puisqu'il aime bien se vanter toujours du matériel américain. Il y a un moment où il veut s'emparer des puits de pétrole vénézuéliens, il va falloir que ces soldats sortent de ces beaux navires et descendent sur la terre ferme pour aller faire la guerre à l'armée du Venezuela. Et là, ça va être une autre paire de manches parce que, en fait, même s'ils bombardent, et ce qu'ils pourraient très bien faire, mais le problème, c'est que les bombardements, c'est quand même assez mal vu auprès de la population. On voit facilement les résultats. Hein, il faut pour ça juste se rappeler ce qui s'est passé entre Israël et Gaza. Israël a perdu la guerre à Gaza, elle a perdu la guerre de la communication, et aujourd'hui, le monde entier s'est rendu compte de ce qu'Israël avait fait parce que on prend facilement des photos des bombardements. Donc, c'est pas populaire du tout. Donc, par contre, c'est plus facile effectivement d'envoyer des commandos pour essayer de renverser soit Maduro, soit de s'emparer de puits de pétrole. Mais alors là, il va falloir quand même qu'il fasse face à une armée vénézuélienne qui n'a aucune envie de se laisser faire. C'est le premier point. Deuxième point, on a vu que Maduro avait demandé à la Russie de l'aider et apparemment, il y a quand même, de ce que j'ai pu voir, entendre ou lire dans les médias, il y a quand même des cargos, des avions cargos qui régulièrement atterrissent au Venezuela avec du matériel. Qu'est-ce qu'il y a dans ce matériel? J'en sais rien. Mais on sait aussi, en tout cas, que depuis des années, l'armée russe entraîne l'armée vénézuélienne. Il y a des agreements entre les deux pays pour des accords. Pardon. Merci. C'est une honte, je sais. Ça m'arrive de temps en temps. Il y a des accords entre les deux pays et depuis quelques années, on sait que l'armée russe entraîne les soldats vénézuéliens. Donc ça va quand même être compliqué parce que descendre au sol, ça veut dire s'exposer à la mort certaine de soldats vénézuéliens. Et ça, pour le coup, ça risque de soldats américains, pardon. Et ça risque pour le coup d'être fortement
impopulaire auprès de la population américaine. Donc je pense qu'il est confronté quand même à un casse-tête. Il est fort probable qu'en réalité, il ait fait du Trump, c'est-à-dire essayer de mettre une pression maximale sur Maduro pour essayer de négocier avec lui les puits de pétrole. Le problème, c'est que Maduro est quelqu'un qui fait partie de la vieille garde anti-américaine et je ne pense pas que ça fonctionnera. Et je pense en réalité que tout ça va terminer, en fait, ça va être un coup d'épée dans l'eau, une fois de plus, de la part de l'administration Trump, et ça va être un échec total pour Trump. Je me trompe peut-être, mais c'est comme ça que je vois la situation. Même si il se dit, Nicolas, que du côté de Maduro, on essaierait de négocier, on serait prêt. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Mais que Maduro aurait proposé l'intégralité des richesses pétrolières vénézuéliennes et sont très nombreuses aux États-Unis pour une gestion par des sociétés américaines. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Bon, on n'en sait pas, mais est-ce que, en tout cas, il y a cette volonté de combattre, de se défendre, ou est-ce que tu penses qu'on est plutôt quand même, contrairement à ce que dit Fabrice, on est un petit peu dans un... Si d'aventure il devait y avoir une action beaucoup plus violente, une acceptation côté Venezuela? Moi, je pense que le Venezuela ne demande pas autre chose que de discuter, que de négocier. Nicolas Maduro a écrit il y a quand même quelques semaines une lettre très claire à Donald Trump où il veut négocier. Ce sont les Américains qui aujourd'hui ne veulent pas négocier, quoi. Donc, à un moment, je pense qu'ils sont en train de montrer leurs muscles dans la région et c'est clairement dans la stratégie de Trump. N'oublions pas, lui aujourd'hui, il était à peine élu qu'il avait déjà parlé d'annexer le Canada, d'annexer le Groenland, de reprendre possession du canal de Panama. Je pense qu'il est dans cette doctrine de Monroe de 1823 et dictée par le président américain de cette époque-là, disant que globalement, les Amériques est une chasse gardée américaine et Donald Trump et les Américains ne souffrent pas qu'il y ait des pays qui veuillent renforcer leurs liens avec la Russie, avec la Chine, avec le reste du monde, et que la raison pour laquelle Donald Trump envoie d'abord ses navires, s'il voulait vraiment attaquer le Venezuela, il l'aurait déjà fait. Historiquement, les Américains aller s'immiscer dans les affaires des pays d'Amérique latine, c'est un petit peu une seconde nature des États-Unis. Et s'il avait voulu le faire, il l'aurait fait. Alors, évidemment, comme on l'avait dit il y a quelques instants, ça contrecarre l'image de faiseur de paix, mais s'il avait voulu le faire, il aurait déjà pu le faire. Je pense qu'ils sont en train de négocier. Je pense que aussi, dans les négociations, il y a ce qui se passe en Ukraine, qu'aujourd'hui, comme l'a dit Fabrice il y a quelques instants, il y a la Venezuela des relations étroites avec et la Russie et la Chine, que le Venezuela a le moyen de se défendre. Combien de temps est-ce qu'elle peut durer face à une des armées les plus puissantes qui peut la bombarder quasiment à la nuit et jour sans arrêt? Je ne sais pas, mais mettre des hommes au sol, c'est une autre chose. Et puis en effet, en termes d'image, ce serait catastrophique pour Trump. Donc je pense que de toute manière, il faut pouvoir négocier. Donald Trump, est-ce qu'il va être prêt à négocier et quoi? Je pense que ce ne sera pas dans l'intérêt du Venezuela de se soumettre. On ne peut pas donner toute la richesse de son pays à une puissance étrangère. Le Venezuela et le peuple vénézuélien ont vraiment besoin de s'en sortir. Ils ont besoin de profiter des richesses et c'est complètement illogique que dans le monde, eh bien, on ait des multinationales d'un pays étranger qui viennent exploiter vos ressources naturelles et que le peuple de cette même terre n'ait pas les premières dividendes. Donc ça, je pense que la négociation, c'est plutôt bon signe. Et j'espère que dans le cas des négociations qu'il peut y avoir en ce moment entre Trump et la Chine, Trump et la Russie, eh bien, que le Venezuela sera abordé et qu'il pourrait y avoir une solution, que les alliés du Venezuela pourront aider à trouver une solution, on va dire, pacifique qui arrange et les Vénézuéliens, tout en cédant quelque chose aux États-Unis. Et c'est ce qui céderait aux États-Unis, c'est évidemment quelque chose que les États-Unis devraient à leur tour céder aux deux grandes puissances que sont la Russie et la Chine d'un autre côté. Donc je vous dis, il y a quand même une grande négociation dans ce grand jeu de géopolitique, d'influence qui entre en jeu. Donc c'est évidemment extrêmement compliqué de dire ce qui va se passer du jour au lendemain. Mais c'est un point chaud qui échappe aux États-Unis et seule la négociation va pouvoir déterminer le sort des Vénézuéliens aujourd'hui qui était un peu entre les mains de forces étrangères, ce qui est toujours dommage pour un pays qui doit être souverain. Nicolas, je te garde en dernière question pour ce thème et pour cette émission également. Finalement, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est un petit peu le retour vers le Far West pour les États-Unis. C'est la loi du plus fort. C'est finalement, on vient, on pille, et puis c'est comme ça. C'est le retour des empires, des super empires, je devrais dire.
Oui, je pense que le retour des empires, je pense que Donald Trump n'est pas un mondialiste. Lui ne croit pas à cette gouvernance mondiale. C'est un petit peu la politique américaine, l'empire américain, enfin le mondialisme étant le cachex de l'empire américain. Donc les Américains avaient mis en place à la fin de la Deuxième Guerre mondiale tous les instruments pour une espèce de construction mondiale, mondialiste, c'est-à-dire qu'avec les élites autoproclamées, fondées sur l'argent, la plutocratie, et qui avaient une vision pour le monde où voilà, on ne possédera plus rien, on sera heureux, et il n'y aura plus de démocratie, et une gouvernance mondiale nous aidera à tout régler. Il n'est pas un mondialiste. Donc, du coup, c'est clairement pas un fan de l'ONU. Il s'est retiré de l'UNESCO, il s'est retiré de différentes instances internationales. Il ne veut pas de la politique mondialiste, wokiste, imposée à tout le monde, mais c'est un impérialiste. C'est clairement un impérialiste, et il revient un petit peu aux racines des États-Unis. C'est pas un isolationniste, et dans sa base militante, il a quand même beaucoup d'isolationnistes qui ne veulent pas de ces guerres. Lui, il veut défendre les intérêts des Américains aux États-Unis, mais il continue de défendre les intérêts des multinationales américaines et des zones d'influence. D'où ces discours un peu fous, il faut l'avouer, sur le Groenland, le Canada et le Venezuela. Je pense qu'il est assez malin pour savoir que les États-Unis aujourd'hui ne sont plus l'hégémon qu'ils ont été à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ou en tout cas surtout dans les années 1990. Ils doivent composer. La Chine, la Russie, l'Inde sont en train peuvent aujourd'hui dire non. N'oublions pas que Donald Trump a voulu dicter leur position et aux Chinois et aux Indiens et aux Russes qui ont renvoyé les positions de Trump, comme il avait fait avant avec Biden, du revers de la main. Donc, il va négocier. Je pense que lui, ce qu'il cherche à faire, c'est juste asseoir sa zone d'influence. Il y aura toujours des petits conflits. On ne va pas forcément retourner dans une guerre froide. On va voir comment est-ce que les négociations se passent autour de l'Ukraine. Mais lui, aujourd'hui, renoue avec cette Amérique impériale qui veut dominer, qui ne s'en cache même pas. C'est le seul avantage. Parce qu'il continue de faire ce que les Américains faisaient avant. Là, il dit encore que c'est contre la drogue. Mais enfin bon, il y a peu de personnes qui sont dupes de ça. Il veut des zones d'influence. Et là, clairement, il est en train de dire que les Amériques, et je vous rappelle que le Groenland est ce continent américain, les Amériques sont une chasse gardée de Washington. On va voir ce qui se passe en Europe, et je pense aussi que l'Europe, il faudra demeurer que l'Europe, en tout cas de l'Ouest, demeure un protectorat américain. Et puis après, voilà, il y aura des petits conflits, peut-être un petit peu en Asie, un petit peu en Afrique, sur des zones d'influence comme on a pu le connaître avant. Mais l'Amérique renoue avec sa tradition impériale, et je rappelle cette phrase célèbre de Noam Chomsky, parler d'une Amérique impériale, c'est comme parler de triangle triangulaire. Les États-Unis sont le seul pays au monde à avoir été conçu dès leur commencement comme un empire. Eh ben, écoute, merci 1000 fois pour ce dernier mot de la fin sur la question de ce conflit vénézuélien états-unien. Pour l'instant, on va rester en stand-by. Donc, sur la négociation, on est, je pense, dans la phase, c'est ce que vous avez expliqué, de pression, je dirais pré-négociation. Donc, bon, c'est une période assez intéressante. Fabrice, cette semaine, sur ton canal Telegram, je rappelle comment te suivre. Dans la barre Telegram, vous tapez @Fabrice Orlin, tout en attaché. Vous arrivez sur ton canal. De quoi tu nous as parlé majoritairement? Moi, j'ai essentiellement parlé de la situation sur le front en Ukraine, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'armée russe avance partout. Il ne se passe pas une seule journée sans qu'il n'y ait pas une, deux ou trois localités prises par l'armée russe. Et puis, j'ai aussi quand même pas mal parlé du général Mandon et de sa fabuleuse déclaration au maire de France sur le fait qu'on devait envoyer nos enfants au hachoir à viande. Et puis enfin, ces derniers jours, sur le plan de paix donc qui devrait arriver, le plan de paix américain qui aurait été concocté aussi avec les Russes et qui les Américains vont essayer d'imposer à Zelensky. Donc on suit l'actualité chaude, principale pour vous sur ce canal Telegram. Nicolas Mirkovic, alors semaine chargée aussi de ton côté. Est-ce que tu as des interviews en prévues? Est-ce que tu as fait des émissions qu'on peut relayer? Voilà, quelle a été ton actualité ces derniers jours? Non, là, je suis en train de boucler mon prochain livre qui sort le 23 au 26 janvier prochain, qui va concerner la France. Donc, du coup, là, si tout se passe bien, le livre part chez l'imprimeur aujourd'hui. Donc, ces derniers jours, dernières semaines, j'étais vraiment sur la relecture, sur la finalisation. Donc, voilà, j'aurai l'occasion de revenir dessus.
Mais le but, c'est de parler un peu de la France, parce qu'on parle beaucoup de géopolitique et c'est extrêmement important. Mais quelles sont les leçons qu'on peut retirer de ce qui se passe dans ce monde multipolaire qui est en train d'émerger? Qu'est-ce qu'on peut retirer pour la France et comment est-ce que la France et surtout les Français? Je parle vraiment plus un peu aux Français que de la France, même si les deux sont liés. Je parle au peuple français. Comment est-ce que le peuple français peut renaître un peu de ses cendres? Comment est-ce qu'il peut relever les défis de ce 21e siècle et donner un petit peu une once d'optimisme dans ce monde, on va dire, dans une France qu'aujourd'hui qui est plutôt assez pessimiste pour plein de raisons qu'on a vues, pour de bonnes raisons. On va essayer d'apporter un petit peu de soleil dans tout ça et donner des pistes pour s'en sortir. Donc ça sera en janvier. Et ben voilà, tu sais qu'il y a une piste pour s'en sortir, ce serait Mirkovic 2027. Moi, je pousse pour te motiver, camarade. Ça ferait beaucoup de bien à la France, en tout cas. Bon, merci à toutes et à tous d'avoir été sur ce programme. Je rappelle que demain, pour ceux qui sont intéressés sur le sujet de l'opération Q, Quanon, aux États-Unis, eh bien, venez, on a un auteur qui sera parmi nous, qui nous expliquera tout. Est-ce qu'on est dans le secret le plus important jamais dévoilé, ou est-ce qu'on est dans une mascarade et une falsification des faits? Venez découvrir ce que c'est que Q et les Quanon aux États-Unis, l'importance qu'ils ont au sein du courant républicain, l'importance qu'ils ont dans la réélection qu'ils ont eue, dans la réélection de Donald Trump. Voilà, Q et les Quanon, ce sera demain en direct à 21h heure de Paris, sur Divergence Politique. Messieurs, bonne soirée à toutes et à tous, bonne fin de semaine et à la semaine prochaine avec le retour de Xavier Moreau. Au revoir.